Chapitre 11. Je sais que je te secoue, que je remis un couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Mais que veux-tu? Je ne peux pas m'empêcher de me ressouvenir dans cette solitude et cette réclusion forcée. La mère de Maodo, c'est Annabou pour nous et Seynabou pour les autres. Elle portait un nom glorieux du Sine, Diouf. Elle est descendante de Boursine. Elle vivait dans le passé sans prendre conscience du monde qui se muait. Elle s'obstinait dans les vérités anciennes. Fortement attachée à ses origines privilégiées, elle croyait ferme au sang porteur de vertu et répétait en hochant la tête que le manque de noblesse à la naissance se retrouve dans le comportement. Et la vie ne l'a point épargnée, la mère de Maodoba. Elle perdit tôt un mari cher, éleva courageusement son aîné Maodo et deux autres filles, aujourd'hui mariées et bien mariées. Elle vouait une affection de tigresse à son seul homme, Maodoba, et quand elle jurait sur le nez, symbole de vie, que son seul homme lui échappait par la faute de cette maudite bijoutière, pire qu'une griotte. La griotte porte bonheur, mais une bijoutière, elle brûle tout sur son passage comme un feu de forge. La mère de Maodo, alors que nous vivions décontractés, considérant ton mariage comme un problème dépassé, elle réfléchissait le jour, elle réfléchissait la nuit, au moyen de se venger de toi, la bijoutière. Elle décida un beau jour de rendre visite à son jeune frère Farba Diouf, chef coutumier à Diakhao. Elle rangea quelques vêtements bien choisis dans une valise qu'elle m'emprunta, entassa dans un panier divers achats, provisions et denrées chères ou rares en Chine, fruits de France, fromage, confiture. Jouets pour ses neveux, coupons de tissu destinés à son frère et à ses 4 femmes. Elle fit appel à Modou pour quelques billets soigneusement pliés et rangés dans son porte-monnaie. Elle se fit coiffer, teignit ses pieds et ses mains au henné. Vêtue, parée, elle partit. La route de Rufisque se dédouble de nos jours au croisement de Diamniadio. La nationale 1 à droite mène au-delà de Mbour, au Sine Saloum, tandis que la nationale 2, traversant Thiès et Tivaouane, berceau du tijanisme, s'élance vers Saint-Louis, naguère capitale du Sénégal. Tannabou n'avait pas ces voies agréables de communication. Dans le car et sur la piste cahotante, avec émotion, elle se retranchait dans ses souvenirs. La vitesse vertigineuse du véhicule qui l'emportait vers les lieux de son enfance ne l'empêchait pas de reconnaître le paysage familier. Voici Sindia, puis, à gauche, Popenguine, où les gourmettes festoient à la Pentecôte. Que de générations ont vu défiler ce même paysage vigé. Tannabou constatait la vulnérabilité des êtres face à l'éternité de la nature. Par sa durée, la nature défie le temps et prend sa revanche sur l'homme. Les baobabs tendaient aux cieux les nœuds géants de leurs branches. Des vaches traversaient avec lenteur le chemin et défiaient de leur regard morne les véhicules des bergers en culottes bouffantes, un bâton sur l'épaule ou à la main, canalisaient les bêtes. Hommes et animaux se fondaient comme un tableau venu du fond des âges.
Nabou fermait les yeux chaque fois que le car croisait un véhicule. Les gros camions et leurs énormes chargements surtout l'effrayaient. La belle mosquée Medinatul Munawwara n'était pas encore édifiée à la gloire de l'islam, mais dans le même élan pieux, hommes et femmes priaient en bordure de la route. Pour se convaincre de la survie des traditions, il faut sortir Dakar, murmurait Nabou. Des épineux bordaient à gauche la forêt de Ndiassane, des singes s'en échappaient pour se griser de lumière. Voici Tchadjaï, Tataguine, Djuroup, puis Ndioudjouf et enfin Fatick, capitale du Sine. Essoufflé et fumeux, le car bifurqua à gauche, des secousses encore. Enfin Diakhao, la royale, Diakhao berceau et tombeau des Boursines. Diakhao de ses ancêtres, Diakhao la bien-aimée, avec la vaste concession de son ancien palais. Les mêmes lourdeurs meurtrissaient son cœur à chaque visite au domicile familial. Avant toute chose, de l'eau pour des ablutions et une note pour prier et se recueillir face à la tombe de l'aïeul. Ensuite, elle, promenant son regard empreint de tristesse et chargé d'histoire sur les autres tombes. Ici, les morts cohabitaient avec les vivants dans l'enceinte familiale. Chaque roi, au retour d'un sacre, plantait dans la cour 2 arbres qui délimitaient sa dernière demeure. Nabou lançant vers ses repères mortuaires des versets psalmodiés avec ferveur. Elle avait un masque tragique dans ces lieux de grandeur qui chantaient le passé au son des djun-djun. Ton existence, Aïssatou, ne ternira jamais sa noble descendance, jura-t-elle, associant tant dans sa pensée rite antique et religion. Elle se rappela le lait à verser dans le Sine pour l'apaisement des esprits invisibles. Demain, elle irait faire de l'eau ses offrandes pour se préserver du mauvais œil, tout en s'étirant la sympathie des tours. Royalement accueillie, elle rentra aussitôt dans ses prérogatives d'aînée du maître de maison. On ne lui parlait que genoux à terre. Elle prenait ses repas seule, servie de ce qu'il y a de meilleur dans les marmites. Les visiteurs vinrent de partout pour l'honorer, lui rappelant ainsi la véracité de la loi de sang. Ils ressuscitèrent pour elle l'exploit de l'aïeul Boursine et la poussière des combats et de l'ardeur des chevaux pur sang. Elle puisa force et vigueur dans les cendres ancestrales remuées, au son électrique des koras, grisé des senteurs lourdes de l'encens brûlé. Elle convoqua son frère. « J'ai besoin, lui dit-elle, d'une enfant à mes côtés pour meubler mon cœur. Je veux que cet enfant soit à la fois mes jambes et mon bras droit. Je vieillis. Je ferai de cet enfant une autre moi-même. La maison est vide depuis que les miens sont mariés. » Elle pensait à toi, fignolant sa vengeance, mais se garda bien de parler de toi, de la haine qu'elle t'avait vouée. « Qu'à cela ne tienne, rétorqua Farba Diouf, je ne t'ai jamais proposé d'éduquer l'une de mes filles par crainte de te fatiguer. Or, les jeunes d'aujourd'hui sont difficiles à tenir. Prends la petite Nabou,
ton homonyme. Elle est à toi. Je ne te demande que ses os. Satisfaite, Tanabou refit sa valise, mit dans ses paniers tout ce que l'on trouve en brousse et qui est cher en ville. Couscous séché, pâte d'arachide grillée, mil, œufs, lait, poule. La petite Nabou, bien prise dans sa main droite, elle reprit le chemin inverse.